Elle courait pieds nus sur le gravier, le souffle court, le cœur battant à se rompre. Derrière elle, les voix de ceux qui voulaient la vendre se rapprochaient. Devant elle, une voiture garée dans l'obscurité, portière entr'ouverte. Sans réfléchir, Camille Verdier se glissa sur la banquette arrière et se recroquevilla sous une couverture qui traînait là. Elle retint son souffle. Les pas s'éloignèrent. Elle était sauvée. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car l'homme qui monta au volant quelques minutes plus tard n'était pas un simple chauffeur de passage. Et ce qu'il allait découvrir sur cette jeune femme terrorisée changerait le cours de 2 vies à jamais. Dans les collines parfumées de Grasse, où naissent les plus grands parfums du monde, certains secrets restent enfouis pendant des décennies. Jusqu'au jour où le destin décide de les exhumer. Avant de continuer, si ces premiers mots ont éveillé votre curiosité, si vous sentez que cette histoire porte en elle des vérités qui méritent d'être entendues, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque récit que nous partageons ici explore les recoins les plus profonds de l'âme humaine, là où se cache la douleur, l'espoir et parfois la rédemption. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Le village de Mougins s'endormait sous un ciel étoilé de septembre. Dans une maison aux volets clos, au bout d'un chemin de terre, Camille Verdier venait de comprendre qu'elle allait mourir si elle restait 1 minute de plus. Son beau-père, Roland Morel, comptait les billets sur la table de la cuisine. 50 000 €. Le prix de sa liberté. Le prix de sa vie. « L'affaire est conclue », disait-il au téléphone. « Elle sera prête demain matin. Oui, je sais qu'elle est jeune. C'est pour ça qu'elle vaut ce prix. Non, elle n'a pas de famille. Personne ne la cherchera. » Camille, cachée dans le couloir, sentit ses jambes se dérober. Depuis la mort de sa mère 2 ans plus tôt, elle vivait sous le toit de cet homme qui l'avait recueillie par obligation légale. Il ne l'avait jamais aimée. Elle n'était qu'une bouche de plus à nourrir, un fardeau dont il cherchait à se débarrasser. Sa demi-sœur, Aurélie, la fille biologique de Roland, apparut dans l'encadrement de la porte. « Tu écoutes aux portes maintenant » ricana-t-elle. « De toute façon, ça ne change rien. Demain, tu seras loin d'ici. Papa a trouvé un homme qui veut t'épouser. Un fermier dans les Alpes. Tu devrais être reconnaissante. » Épouser. Le mot sonnait comme une condamnation. Camille avait 23 ans, un diplôme de fleuriste qu'elle n'avait jamais pu utiliser, et des rêves qu'elle avait appris à enterrer. Mais elle n'était pas prête à mourir. Pas comme ça. Cette nuit-là, elle attendit que la maison soit silencieuse. Puis elle rassembla le peu qu'elle possédait dans un sac de toile, son seul trésor, un médaillon en argent que sa mère lui avait donné avant de mourir, et se glissa par la fenêtre de sa chambre. Elle courut sans se retourner. Les graviers lui écorchèrent les pieds, les branches lui griffaient le visage. Derrière elle, la voix de Roland hurlait dans la nuit. « Rattrapez-la! Elle ne doit pas s'échapper !» Des pas lourds, des lampes torches qui balayaient l'obscurité. Camille bifurqua vers le parking d'un restaurant fermé pour la saison. Une voiture était garée là, une berline noire aux vitres teintées. La portière arrière était entr'ouverte. Sans réfléchir, elle s'y engouffra et se cacha sous une couverture de voyage qui traînait sur la banquette. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'on l'entendrait à des kilomètres. Les voix se rapprochèrent, puis s'éloignèrent. Elle n'osait pas bouger. 1 heure passa, peut-être 2. Puis des pas s'approchèrent de la voiture. Une portière s'ouvrit. Quelqu'un monta au volant. « Quelle soirée !» marmonna une voix d'homme. « Ces dîners d'affaires vont finir par me tuer. » Le moteur démarra. La voiture s'ébranla. Camille resta immobile, terrorisée à l'idée d'être découverte. Mais au bout de quelques kilomètres, la couverture glissa, révélant sa présence. L'homme freina brutalement. « Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Comment êtes-vous monté dans ma voiture ?» Camille se redressa, tremblante. Dans le rétroviseur, elle croisa le regard de l'homme. Des yeux sombres, perçants, qui la détaillaient avec un mélange de stupeur et de méfiance. « S'il vous plaît, » balbutia-t-elle. « Ne me ramenez pas là-bas. Ils vont me vendre. Mon beau-père veut me marier de force. Je vous en supplie. » L'homme resta silencieux un long moment. Puis il se retourna pour la regarder vraiment. « Vous êtes blessé. Vos pieds saignent. Ce n'est rien. Je vous en prie, laissez-moi descendre n'importe où. Je me débrouillerai. » Dans cet état, en pleine nuit, certainement pas. Il redémarra sans ajouter un mot. Camille ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou terrifiée.
Où m'emmenez-vous ? Chez moi. Vous avez besoin de soins et d'explications. Beaucoup d'explications. Elle aurait dû avoir peur. Cet inconnu pouvait être pire que ceux qu'elle fuyait. Mais quelque chose dans sa voix, dans son regard, lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance. Pour la première fois depuis des années, Camille osa espérer. La voiture s'engagea sur une route sinueuse qui grimpait dans les collines au-dessus de Grasse. Les lumières de la ville s'éloignaient, remplacées par l'obscurité des champs de lavande et de jasmin qui faisaient la réputation de la région. Camille observait l'homme au volant du coin de l'œil. La quarantaine, peut-être un peu plus. Des traits réguliers, un costume sombre froissé par une longue journée de travail. Il conduisait avec l'assurance de quelqu'un qui connaît ses routes par cœur. « Je m'appelle Antoine », dit-il sans quitter la route des yeux. « Antoine Beaumont, et vous ?»« Camille Verdier. »« Verdier ?» Ce nom me dit quelque chose. C'est le nom de ma mère. Elle est morte il y a 2 ans. Je suis désolé. Le silence retomba, ponctué seulement par le ronronnement du moteur. La voiture franchit un portail de fer forgé et s'engagea dans une allée bordée de cyprès. Au bout, une bastide provençale se dressait dans la nuit, ses fenêtres éclairées par une lumière chaude. « C'est chez vous ?» demanda Camille, impressionnée malgré elle. « C'est chez moi, enfin c'est la maison de ma famille depuis 5 générations. Les Beaumont sont parfumeurs à Grasse depuis 1850. » Parfumeur. Le mot résonna dans l'esprit de Camille comme un écho lointain. Sa mère lui avait parlé autrefois des parfumeurs de Grasse, de ces artisans qui transformaient les fleurs en essences précieuses. Elle avait toujours eu une fascination pour ce monde qu'elle n'avait jamais pu approcher. Antoine l'aida à descendre de voiture. Ses pieds la faisaient souffrir, mais elle refusa de s'appuyer sur lui. « Vous êtes têtu, » observa-t-il. « J'ai appris à me débrouiller seul. Ce n'est pas toujours une qualité. » Une femme d'une 60aine d'années les accueillit sur le perron. Petite, les cheveux gris noués en chignon, elle portait un tablier de cuisine et avait le regard vif de quelqu'un qui ne manque rien. « Monsieur Antoine, vous rentrez bien tard. Et qui est cette jeune femme ? Elle est blessée. » « Margot, prépare la chambre d'amis et apporte de quoi soigner ses pieds. Je t'expliquerai demain. »« Mais monsieur... »« Demain, Margot. » La gouvernante hocha la tête et s'éclipsa. Antoine guida Camille jusqu'à un salon aux murs couverts de boiseries anciennes. Des portraits d'ancêtres la regardaient depuis leur cadre doré. Elle se sentait terriblement déplacée dans cet univers de luxe discret. « Asseyez-vous, » dit Antoine, en désignant un fauteuil près de la cheminée. « Je vais chercher de quoi vous soigner. Pourquoi faites-vous tout ça? Vous ne me connaissez pas. Parce que je n'aime pas les injustices et parce que vous avez les yeux de quelqu'un qui a trop souffert. » Il quitta la pièce avant qu'elle puisse répondre. Camille resta seule, le regard perdu dans les flammes de la cheminée. Sur le manteau, une photo attira son attention. Un homme d'une 30aine d'années, souriant, tenant dans ses bras une petite fille aux boucles brunes. La photo semblait ancienne. Les couleurs passaient par le temps. Antoine revint avec une trousse de premiers secours. Il s'agenouilla devant elle et entreprit de nettoyer ses plaies avec une délicatesse surprenante. « Cette photo sur la cheminée ?» demanda Camille. « Qui est-ce ?»« Mon frère, Olivier, et sa fille. Elle s'appelait Rose. »« Elle s'appelait ?»« Elle a disparu il y a 20 ans. Elle avait 3 ans. On ne l'a jamais retrouvée. Je suis désolé. Mon frère ne s'en est jamais remis. Il est mort quelques années plus tard. Officiellement d'une crise cardiaque, en réalité de chagrin. Et sa femme ? Partie. Elle n'a pas supporté la disparition de Rose. Elle a refait sa vie ailleurs. Je ne lui en veux pas. Certaines douleurs sont trop lourdes à porter. » Camille baissa les yeux vers ses pieds bandés. Elle pensait avoir connu le malheur, mais cet homme portait un deuil bien plus ancien, bien plus profond que le sien. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout, ne me remerciez pas encore. Demain, vous me raconterez tout, et nous déciderons ensemble de ce qu'il convient de faire. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Camille dormit sans cauchemar. Le lendemain matin, Camille se réveilla dans un lit au drap de lin blanc, baigné par la lumière dorée du soleil provençal. Pendant quelques secondes, elle oublia où elle était. Puis la mémoire lui revint, et avec elle, l'angoisse. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Devant elle s'étendaient des hectares de champs de fleurs, roses, jasmins, tubéreuses, qui ondulaient doucement sous la brise matinale. L'air embaumait un parfum si délicat
qu'elle en eut les larmes aux yeux. On frappa à la porte. Margot entra avec un plateau de petit déjeuner. « Monsieur Antoine vous attend dans son bureau quand vous serez prête. Il a quelque chose d'important à vous montrer. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ce n'est pas à moi de le dire. Mangez d'abord. Vous avez besoin de force. » 1 heure plus tard, Camille descendit l'escalier de pierre qui menait au rez-de-chaussée. Elle trouva Antoine dans une pièce qui tenait à la fois du bureau et du laboratoire. Des étagères couvraient les murs, chargées de flacons aux liquides ambrés, de livres anciens, d'instruments de mesure qu'elle ne reconnaissait pas. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il sans lever les yeux des papiers qu'il consultait. « Mieux que depuis longtemps, merci. Asseyez-vous, j'ai fait des recherches cette nuit, sur vous, sur votre famille. » « Ma famille ? Je n'ai plus de famille. Ma mère est morte, et mon beau-père. Votre beau-père n'est pas votre famille. Et votre mère n'était peut-être pas celle que vous croyez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Antoine posa sur la table une liasse de documents jaunis par le temps. « Votre mère s'appelait Hélène Verdier. Elle est arrivée à Mougins il y a 20 ans, avec une petite fille de 3 ans. Personne ne savait d'où elle venait. Elle disait être veuve, mais n'a jamais montré de certificat de décès de son mari. Elle a épousé Roland Morel quelques années plus tard, pour assurer votre avenir, disait-elle. Je sais tout ça. Où voulez-vous en venir ? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant de s'appeler Hélène Verdier, votre mère s'appelait Hélène Beaumont. C'était ma belle-sœur, la femme de mon frère Olivier. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Camille fixa Antoine sans comprendre. C'est impossible. Ma mère m'aurait dit... Votre mère vous a protégé, à sa façon. Quand Rose a disparu, la police a soupçonné un enlèvement. Mais il y avait une autre théorie, jamais prouvée. Certains pensaient qu'Hélène avait simulé la disparition pour s'enfuir avec l'enfant, pour échapper à un mariage malheureux, à une belle famille qu'elle jugeait étouffante. Vous êtes en train de me dire que je suis Rose, la petite fille de la photo ? Je dis que c'est possible, plus que possible. Regardez. Il sortit un médaillon en argent d'un tiroir de son bureau. Un médaillon identique à celui que Camille portait autour du cou. Ce médaillon appartenait à ma mère, expliqua Antoine. Elle l'a fait faire en 2 exemplaires, à la naissance de Rose. L'un pour elle, l'autre pour sa petite fille. Le sien est resté ici, dans cette maison, depuis sa mort. L'autre... Camille porta la main à son cou. Ses doigts tremblaient. Ma mère me l'a donné avant de mourir. Elle m'a dit que c'était le seul souvenir de mon vrai père. Antoine hocha lentement la tête. Camille, je crois que vous êtes ma nièce. Je crois que vous êtes Rose Beaumont. Et je crois que votre mère vous a volé à notre famille il y a 20 ans. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de révélations. Antoine fit venir un médecin pour un test ADN dont les résultats confirmeraient ou infirmeraient ses soupçons. En attendant, Camille restait à la Bastide, incapable de retourner à Mougins, incapable aussi de croire vraiment à ce qu'on lui racontait. Elle passait ses journées à errer dans les champs de fleurs, à respirer ces parfums qui lui semblaient étrangement familiers. Parfois, des images surgissaient dans son esprit, fugaces comme des rêves. Un homme qui la portait sur ses épaules. Une femme qui chantait une berceuse, un jardin plein de roses. Ce sont peut-être des souvenirs, lui dit Antoine un soir. Des souvenirs d'avant. Vous aviez 3 ans quand vous avez disparu. C'est assez pour garder des traces. Mais Camille n'osait pas y croire. Croire, c'était s'exposer à la déception. Et elle avait été déçue trop souvent dans sa vie. 1 semaine plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. Antoine les ouvrit en présence de Camille, les mains tremblantes. « C'est positif », murmura-t-il. « Vous êtes bien la fille d'Olivier. Vous êtes Rose Beaumont. » Camille resta immobile, incapable de réagir. 20 ans de mensonges venèrent de s'effondrer en 1 seconde. Sa mère, cette femme qu'elle avait aimée, vénérée, pleurée, n'était qu'une kidnappeuse. Une femme qu'il avait arrachée à son père, à sa vraie famille, pour des raisons qu'elle ne connaîtrait jamais. « Pourquoi ?» articula-t-elle. « Pourquoi a-t-elle fait ça ?»« Je ne sais pas. Hélène était malheureuse dans son mariage, c'est vrai. Mon frère était souvent absent, absorbé par le travail. Mais de là à enlever son propre enfant, à simuler une disparition, je n'ai jamais compris. Et mon père, il n'a jamais su ? Olivier a cherché Rose jusqu'à son dernier souffle.
Il a dépensé des fortunes en détective, parcouru le monde entier. Il est mort sans savoir que sa fille était à quelques dizaines de kilomètres d'ici, élevée sous un autre nom. C'est monstrueux! Oui, mais votre mère n'était pas un monstre. Elle était brisée. Quelque chose en elle s'est cassé et elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour vous protéger. De quoi je l'ignore, mais je suis certain qu'elle vous aimait. Camille pensa à Hélène, à ces années passées ensemble, à cette femme douce et mélancolique qui lui avait appris à aimer les fleurs, à reconnaître les parfums, à trouver la beauté dans les choses simples. Cette femme avait vécu dans le mensonge, mais l'amour qu'elle avait donné était réel. De cela, Camille était certaine. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez reprendre votre vrai nom, votre vraie identité. Vous êtes l'héritière de la maison Beaumont. Tout ce que vous voyez ici vous appartient de droit. Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas mon argent, c'est le vôtre. C'est celui de votre père. Et il aurait voulu que vous l'ayez. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Je retrouve ma nièce, la fille de mon frère, la dernière trace de lui sur cette terre. Pour moi, c'est plus précieux que tous les parfums du monde. » Pour la première fois depuis son arrivée, Camille pleura. Des larmes de soulagement, de chagrin, de joie mêlées. Elle avait trouvé une famille, une vraie famille. Et cette pensée, aussi terrifiante qu'exaltante, changeait tout. Il existe des moments dans la vie où le sol se dérobe sous nos pieds, où tout ce que nous croyons savoir s'effondre comme un château de cartes. Camille vivait l'un de ces moments. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que d'autres épreuves l'attendaient. Des épreuves qui mettraient à l'épreuve sa force, sa foi et sa capacité à pardonner. Si cette histoire vous touche, si vous pressentez que les chapitres à venir pourraient éclairer des zones d'ombre de votre propre existence, restez avec nous. Le voyage de Camille ne fait que commencer. La nouvelle de la découverte de Rose Beaumont se répandit comme une traînée de poudre dans le monde clos de la parfumerie grassoise. Les journaux locaux s'emparèrent de l'histoire, les réseaux sociaux s'enflammèrent. L'héritière disparue était de retour. Mais tout le monde n'accueillit pas cette nouvelle avec joie. À Mougins, Roland Morel fulminait. Non seulement Camille lui avait échappé, mais elle était devenue du jour au lendemain l'héritière d'une fortune considérable. Les 50 000 € qu'il avait espéré tirer de sa vente n'étaient pas plus qu'une goutte d'eau comparée à ce qu'elle valait désormais. « On ne peut pas la laisser faire », grondait-il à sa fille Aurélie. « Cette petite garce nous a humiliés. Elle doit payer. Et comment tu comptes t'y prendre? Elle est protégée maintenant. Les Beaumont ont de l'influence. Il y a toujours un moyen. Et je crois que je l'ai trouvé. » Le plan de Roland était aussi simple que diabolique. Si Camille pouvait prétendre être Rose Beaumont, pourquoi pas Aurélie? Après tout, elles avaient grandi ensemble. Aurélie connaissait tous les détails de la vie de Camille, tous ses secrets. Et avec un peu de manipulation, elle pourrait semer le doute sur l'authenticité du test ADN. Quelques jours plus tard, Aurélie débarqua à la Bastide Beaumont, les yeux rougis de larmes simulées. « Monsieur Beaumont, sanglota-t-elle, je suis désolée de vous déranger, mais je devais vous dire la vérité. Camille n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est une menteuse, une manipulatrice. Elle a volé le médaillon de ma mère pour se faire passer pour votre nièce. »« Qui êtes-vous » demanda Antoine, méfiant. « Je suis Aurélie Morel, la vraie fille d'Hélène, la vraie Rose Beaumont. » Le mensonge était audacieux, mais Aurélie l'avait préparé avec soin. Elle avait appris par cœur les détails de l'enfance de Camille, les anecdotes qu'Hélène racontait parfois, les fragments de souvenirs que sa demi-sœur avait partagés avec elle au fil des années. Antoine l'écouta, le visage impassible. Puis, il appela Camille. « Cette jeune femme prétend être Rose Beaumont. Qu'avez-vous à dire ?»« Elle ment !» répondit Camille calmement. « Aurélie est la fille biologique de Roland Morel, pas d'Hélène. Je peux le prouver. »« Comment ?»« Par le test ADN. Faites-lui passer le même test qu'à moi, vous verrez bien. »« Un test ADN peut être falsifié !» s'écria Aurélie. « Elle a payé le laboratoire pour obtenir de faux résultats. » « Dans ce cas, faisons un autre test, dans un autre laboratoire, choisi par vous. » Antoine hocha lentement la tête. « C'est une proposition raisonnable. Nous ferons un nouveau test, pour vous deux, et cette fois, je superviserai personnellement le prélèvement et l'envoi des échantillons. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» protesta Aurélie, sentant le piège se refermer sur elle. «
Si vous êtes vraiment rose, vous n'avez rien à craindre. En attendant les résultats, vous êtes toutes les deux les bienvenues dans cette maison. » Les jours suivants furent un enfer. Aurélie et Camille se croisaient dans les couloirs de la Bastide, échangeant des regards venimeux. Chacune savait que l'autre mentait, mais une seule connaissait la vérité. Les résultats du nouveau test arrivèrent une semaine plus tard. Antoine réunit les deux jeunes femmes dans son bureau. Le test est formel. Camille Verdier est génétiquement liée à la famille Beaumont. Aurélie Morel ne l'est pas. Aurélie blêmit. « C'est impossible. Il y a une erreur. Refaites le test. » Le test a été fait 2 fois dans 2 laboratoires différents. Il n'y a pas d'erreur. Vous avez tenté de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est de la fraude. Mon père m'a forcé. C'était son idée. Je suis innocente. L'innocence ne se clame pas. Elle se prouve. Et vos actes ne plaident pas en votre faveur. Antoine se tourna vers Camille. La décision vous appartient. Voulez-vous porter plainte ? Non, je veux juste qu'elle parte et qu'elle ne revienne jamais. Aurélie fut escortée hors de la propriété, humiliée, vaincue. Mais dans ses yeux, Camille vit quelque chose qui la glaça. Non pas de la honte, mais de la haine. Une haine pure, concentrée, qui ne demandait qu'à exploser. Elle sut à ce moment que cette histoire était loin d'être terminée. Les semaines passèrent. Camille apprenait peu à peu à connaître sa nouvelle vie, sa nouvelle famille, son nouveau nom, Rose Beaumont. Elle avait du mal à s'y habituer, préférant que les gens l'appellent encore Camille. C'était le prénom que sa mère lui avait donné, celui sous lequel elle avait vécu 20 ans. Elle ne voulait pas l'effacer complètement. Antoine l'initiait au secret de la parfumerie. Il lui apprenait à reconnaître les essences, à comprendre les accords, à composer des fragrances. Elle découvrait qu'elle avait un don pour cela, un nez naturellement sensible, capable de distinguer des nuances que d'autres ne percevaient pas. « C'est dans le sang », disait Antoine avec fierté. « Ton père était le meilleur né de sa génération. Tu as hérité de son talent. » Mais les fantômes du passé ne se laissaient pas oublier si facilement. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les champs de jasmin, Camille aperçut une silhouette familière au bout de l'allée. Son cœur se serra. Roland, son beau-père, s'avança vers elle, les mains dans les poches, un sourire mauvais aux lèvres. « Alors comme ça, la petite Camille est devenue une grande dame ? Félicitations, tu as bien joué ton coup. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens réclamer ce qui m'appartient. J'ai élevé cette gamine pendant 20 ans. J'ai nourri, logé, habillé la fille des Beaumont sans le savoir. Ça mérite une compensation, non ? Tu voulais me vendre comme du bétail. Tu n'auras rien. Vraiment ? Et si je racontais aux journaux comment ta chère mère t'a kidnappé ? Comment elle a simulé ta disparition pour fuir sa vie de bourgeoise ennuyée ? Ça ferait un beau scandale, non ? L'héritière des parfums Beaumont, fille d'une kidnappeuse. Camille sentit le sang se retirer de son visage. Tu n'oserais pas. Essaie un peu de voir. Je veux 1 million d'euros. Sinon, je parle. Il tourna les talons et s'éloigna dans la nuit. Camille resta immobile, tremblante de rage et de peur. Elle raconta tout à Antoine le soir même. Il l'écouta sans l'interrompre, le visage grave. « Il bluffe, dit-il finalement. L'histoire de ta mère est déjà connue. Les journaux en ont parlé. Ça ne changera rien. Mais il peut salir sa mémoire, la faire passer pour une criminelle. Ta mère a fait des erreurs, mais elle était aussi une victime. Je l'ai connue, tu sais, avant qu'elle n'épouse mon frère. C'était une femme fragile, blessée par la vie. Je crois qu'elle a fui parce qu'elle avait peur. Peur de quoi, je ne sais pas. Mais ce n'était pas de la méchanceté. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On ne cède pas au chantage. On se bat. Et on gagne. » Antoine contacta ses avocats. En quelques jours, ils réunirent suffisamment de preuves pour porter plainte contre Roland pour tentative de mariage forcé, chantage et extorsion. La police l'arrêta chez lui, devant les yeux de tous ses voisins. Aurélie, impliquée dans le complot de son père, fut également poursuivie. Elle plaida coupable pour éviter un procès et fut condamnée à 2 ans de prison avec sursis. La menace était écartée. Mais Camille savait que les blessures qu'ils avaient infligées mettraient longtemps à cicatriser. 6 mois avaient repassé depuis que Camille avait découvert sa véritable identité. Elle s'était installée définitivement à la Bastide, avait repris des études de parfumerie, commençait à trouver sa place dans ce monde qu'elle apprenait à aimer. Mais quelque chose lui manquait, ou plutôt quelqu'un.
Depuis le début de cette aventure, un homme veillait sur elle de loin. Un homme discret, efficace, qui avait organisé sa protection, supervisé les enquêtes, coordonné les poursuites judiciaires contre Roland et Aurélie. Elle l'avait croisé plusieurs fois, toujours en retrait, toujours dans l'ombre. Il s'appelait Lucas Fabre. Il était le directeur de la sécurité du groupe Beaumont, et il avait les yeux les plus tristes qu'elle ait jamais vus. Un soir, elle le trouva assis seul sur un banc du jardin, le regard perdu dans les étoiles. « Vous ne dormez jamais ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Rarement. Les fantômes n'aiment pas le sommeil. » « Quels fantômes ?»« Ceux qu'on porte en soi, ceux des gens qu'on n'a pas su protéger. » Il se tut un moment, puis reprit. « J'étais dans l'armée avant. J'ai fait des missions dont je ne peux pas parler. J'ai vu des choses qu'un homme ne devrait pas voir. Quand je suis revenu, j'étais brisé. Votre oncle m'a donné une chance, un travail, une raison de vivre. Je lui dois tout. Et maintenant ? Maintenant, je fais ce que je sais faire. Je protège, je veille. C'est la seule chose qui me reste. Ce n'est pas une vie, c'est ma vie. Je n'en mérite pas d'autre. » Camille le regarda longuement. Derrière cette façade de soldat brisé, elle percevait autre chose. Une bonté, une douceur qu'il cachait comme une faiblesse. « Vous méritez mieux que vous ne le croyez, » dit-elle doucement. « On mérite tous mieux. » Elle se leva et rentra dans la maison, le laissant seul avec ses étoiles et ses fantômes. Mais cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Un lien invisible, fragile comme un fil de soie, commença à se tisser. Et ni l'un ni l'autre ne savaient encore où il les mènerait. Certaines rencontres sont écrites dans les étoiles, dit-on. D'autres naissent du hasard, de la nécessité, de la douleur partagée. Camille et Lucas se trouvaient à un carrefour de leur existence. Deux âmes blessées qui cherchaient leur chemin dans l'obscurité. Si cette histoire résonne en vous, si vous reconnaissez dans ces personnages des fragments de votre propre parcours, n'hésitez pas à rester sur cette chaîne. Les chapitres à venir pourraient bien éclairer des vérités que nous préférons parfois ignorer, mais qui sont essentielles à notre humanité. Le bonheur est une chose fragile. Camille l'apprit à ses dépens quand, un matin de mars, Antoine s'effondra dans son bureau. Crise cardiaque. Les secours arrivèrent en quelques minutes, mais le mal était fait. Il fut transporté à l'hôpital de Nice, où les médecins le plongèrent dans un coma artificiel. Camille resta à son chevet pendant des jours, refusant de manger, de dormir, de quitter cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la mort. « Il va s'en sortir », lui répétait Lucas. « C'est un battant. Il est tout ce qui me reste. Si je le perds, vous ne le perdrez pas. » Mais la vie ne tient pas compte des promesses. Antoine mourut une semaine plus tard, sans avoir repris conscience. Dans son testament, il léguait tout à Camille, la maison, l'entreprise, les champs de fleurs, les secrets de famille. Elle héritait d'un empire qu'elle ne se sentait pas capable de diriger. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. Les actionnaires de la société réclamèrent des comptes. Les concurrents flairaient la faiblesse. Les médias spéculaient sur l'avenir de la maison Beaumont. Lucas devint son pilier. Il l'accompagnait aux réunions du conseil d'administration, l'aidait à comprendre les enjeux financiers, la protégeait des journalistes trop insistants. Il était toujours là, discret, mais indispensable. Un soir, épuisé, Camille craqua. « Je n'y arriverai pas !» sanglota-t-elle. « Je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis qu'une orpheline de Mougins qui vendait des fleurs sur les marchés. Comment puis-je diriger une entreprise centenaire ? Vous n'êtes pas qu'une orpheline. Vous êtes Rose Beaumont. Vous avez le talent de votre père, la force de votre mère et le courage de tous ceux qui vous ont précédé. Et vous n'êtes pas seul. Je suis là. Je serai toujours là. » Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Non pas de la pitié, mais de l'amour. Un amour retenu, effrayé, mais réel. « Lucas, ne dites rien. Je sais que ce n'est pas le moment. Mais quand vous serez prête, si vous êtes jamais prête, je serai là. » Il se leva et quitta la pièce, la laissant seule avec ses larmes et ses espoirs. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Antoine, Camille dormit paisiblement. Un an passa. La maison Beaumont survécut. Non pas grâce aux stratégies des consultants ou aux manœuvres des financiers, mais grâce à Camille elle-même. Elle avait trouvé sa voie.
sa vision, sa place. Elle créa un nouveau parfum, le premier qu'elle signerait de son nom. Elle l'appela « Ombres et lumières », un hommage à son parcours, à ces années d'obscurité qui avaient précédé l'aube. Le parfum connut un succès immédiat, salué par les critiques comme l'œuvre d'un vrai talent. Mais sa plus grande réussite n'était pas professionnelle, c'était personnel. Lucas et elle s'étaient rapprochés, lentement, prudemment. Deux écorchés vifs qui apprenaient à faire confiance, à aimer sans se protéger. Ils n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Un regard, un geste suffisaient. Un soir de juin, alors que le soleil se couchait sur les champs de lavande, Lucas posa un genou à terre devant elle. « Camille, je ne suis pas un homme parfait. J'ai des cicatrices, des failles, des fantômes. Mais depuis que je te connais, j'ai trouvé une raison de croire que demain peut être meilleur qu'hier. Veux-tu m'épouser? Tu ne m'appelles jamais Rose, parce que pour moi, tu seras toujours Camille. La femme qui s'est cachée dans une voiture pour échapper à son destin. La femme qui m'a regardé avec ses yeux qui ne mentent pas. La femme que j'aime. » Elle sourit à travers ses larmes. Oui. Le mariage eut lieu à la Bastide, sous le grand chêne où, disait-on, les Beaumont se marièrent depuis des générations. Margot pleurait de joie. Les employés de la maison applaudissaient, les champs de fleurs embaumaient l'air de leurs parfums mêlés. Pour la première fois de sa vie, Camille se sentit chez elle. 3 ans plus tard, Camille se tenait sur la terrasse de la Bastide, un bébé dans les bras. Une petite fille aux boucles brunes et aux yeux clairs, qu'ils avaient appelée Rose. Rose 2, comme l'appelait Margot en riant. Lucas la rejoignit, enlaçant sa femme et sa fille d'un même geste. « À quoi tu penses ? À tout ce qui s'est passé. À tout ce qui aurait pu ne pas arriver, si je n'avais pas fui cette nuit-là, si je n'étais pas monté dans cette voiture, si Antoine ne m'avait pas accueilli. La vie est faite de ces hasards. Des portes qui s'ouvrent, tout se ferme. L'important, c'est ce qu'on fait une fois qu'on est passé de l'autre côté. Tu as raison. » Elle regarda sa fille endormie, ce petit être qui portait le nom d'une enfant disparue et retrouvée. Le cercle était complet. Les blessures du passé ne s'effaçaient pas, mais elles pouvaient devenir des forces. Sa mère, Hélène, restait une énigme. Camille ne saurait jamais vraiment pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Mais elle avait choisi de lui pardonner. Non pas pour elle, mais pour elle-même. Le ressentiment est un poison qui détruit celui qui le porte, plus que celui à qui il est destiné. Roland purgeait une peine de prison pour ses tentatives de chantage et de mariage forcé. Aurélie avait quitté la région, refaisant sa vie ailleurs sous un autre nom. Camille ne leur souhaitait pas de mal. Elle leur souhaitait simplement de ne plus jamais croiser leur chemin. La maison Beaumont prospérait. Ombres et lumières était devenue un classique, rejoint par d'autres créations qui portaient la marque de son style unique. Les critiques parlaient d'un renouveau, d'une renaissance. Camille préférait parler de continuité. Elle perpétuait l'héritage de son père, de son oncle, de tous ces Beaumont qui avaient transformé les fleurs en rêves. Un soir, alors qu'elle rangeait de vieux papiers dans le bureau d'Antoine, elle tomba sur une lettre qu'elle n'avait jamais vue. Une lettre d'Hélène, datée de l'année de sa mort, jamais envoyée. « Ma chère Rose, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Il y a tant de choses que je voudrais te dire, tant de vérités que j'ai gardées enfermées trop longtemps. Je t'ai enlevé à ton père, c'est vrai. Pas par méchanceté, mais par peur. Ton père m'aimait, à sa façon. Mais sa famille me faisait peur. Ces gens si sûrs d'eux, si puissants. Je me sentais invisible, inutile, étouffé. Une nuit, j'ai cru voir des ombres autour de ton berceau, des silhouettes menaçantes. J'ai paniqué. J'ai pris la fuite avec toi, persuadé que quelqu'un voulait te faire du mal. Plus tard, j'ai compris que ces ombres n'existaient que dans ma tête, que j'étais malade, d'une maladie que personne ne nommait à l'époque. Mais il était trop tard, je ne pouvais plus revenir en arrière. Je t'ai donné un autre nom, une autre vie. J'ai essayé de te protéger du mieux que je pouvais. Je sais que j'ai échoué. Mais sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Un amour maladroit, brisé, mais sincère. Pardonne-moi, ma fille, et vis. Vis pleinement, sans regarder en arrière. C'est tout ce que je te souhaite, ta mère, Hélène. Camille pleura longtemps cette nuit-là. Mais quand l'aube se leva sur les collines de Grasse, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années.
Elle avait trouvé les réponses qu'elle cherchait. Non pas des réponses parfaites, mais des réponses humaines. Sa mère n'était pas un monstre, elle était une femme brisée qui avait fait ce qu'elle croyait juste. Et Camille, elle, était libre. Libre de ses fantômes, libre de son passé, libre d'écrire la suite de son histoire. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire a trouvé un écho dans votre cœur. Camille a traversé des tempêtes que beaucoup d'entre nous connaissent, même si elles prennent des formes différentes. La trahison des proches, la quête d'identité, la difficulté de pardonner, le courage de recommencer. Nous portons tous ces combats en nous, silencieusement, quotidiennement. Ce que l'histoire de Camille nous enseigne, c'est que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge. Que le pardon, même difficile, est toujours préférable à la rancœur, et que l'amour, même tardif, est toujours préférable à la solitude. Vous qui avez cheminé jusqu'ici, vous qui avez partagé les épreuves et les espoirs de cette femme qui cherchait sa place dans le monde, je vous invite à rester sur cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble les profondeurs de l'âme humaine, ces territoires où se cachent nos peurs les plus secrètes et nos espoirs les plus lumineux. Abonnez-vous, partagez ces histoires avec ceux que vous aimez, et surtout, n'oubliez jamais, quelle que soit l'obscurité qui vous entoure, il existe toujours une lumière qui attend d'être découverte. Parfois, il suffit d'oser fuir, d'oser se cacher dans une voiture inconnue, pour que le destin se mette en marche.